Salutations à toutes et à tous. L'instant académique a le privilège et évidemment le grand plaisir de recevoir le professeur William Ndhi, qui vient de l'université de Tuskegee en Alabama aux États-Unis. Il est professeur des universités américaines. C'est un grand voyageur qui est passé par la France, par l'Australie, par l'Angleterre et enfin qui a déposé ses bagages il y a une quinzaine d'années aux États-Unis où il réside et enseigne. Il est également un membre du Booker T. Washington Institute et il est surtout aussi un producteur d'idées. Il a écrit de nombreux ouvrages en français comme en anglais et c'est vers lui que je vais me tourner pour savoir dans vos productions, professeur, quel en est l'axe principal? Merci pour cette question. C'est une question qui me fait titiller le cerveau, car je pense très bien que, en tant qu'Africain, d'abord, je viens d'un continent plein de diversité. Mais cette diversité engendre aussi d'autres problèmes. Et moi, en tant qu'écrivain, je suis là pour produire les idées de la paix, du pacifisme. Et mes ouvrages quêtent ou œuvrent sur ce désir de l'unification du peuple africain qui, dans l'histoire, ont été mis à part ou encore influencés par le colonialisme, par la traite négrière et même la mondialisation à être à part, dont je rêve de ce jour où tout le peuple d'ascendance africaine comprendrait que leur union fait la force. L'union fait la force, dites-vous. Était également présent à ce colloque le président, le général, le docteur Mark Brown de votre université de Tuskegee. C'est la première fois qu'il vient en Afrique comme président de l'université dans laquelle lui-même a été un étudiant. Quelle impression a-t-il eu à Rabat? Je peux vous dire, il a eu d'impressions, je dirais, merveilleuses, parce qu'il est retourné, on en parle à l'université actuellement de sa visite, parce que pour lui, c'était une visite mémorable. Il ne pouvait s'empêcher, comme 10e président de cette université, qui, suivant le pas du fondateur, du président fondateur de l'université, Booker T. Washington. Booker T. Washington était un esclave qui s'était affranchi et a tout fait pour s'instruire et avait juré que tout peuple assujetti de la planète devait avoir l'instruction. Et avec cette idée, il avait fondé Tuskegee University. Et cette université est responsable, je dirais, de la formation de tous les spationautes noirs ou aéronautes et des spationautes noirs en Amérique, de 80% des médecins vétérinaires. C'est l'université où on avait découvert le vaccin contre la poliomyélite, et j'en profite pour dire, toute personne vivant sur Terre qui a pris ce vaccin est rattachée à l'université Tuskegee. Voilà, c'est très bien de rappeler donc à la fois les leaders de cette université à travers la figure de Booker T. C'est très bien de rappeler que le président actuel, le 10e, avez-vous dit, vient de cette université, était et est aussi un général de l'armée américaine, et que la science a été un moteur et que l'humanité doit beaucoup à cette université, et qui était donc l'invité d'honneur
de l'Académie du Royaume du Maroc. Si vous aviez encore un supplément de réflexion à apporter à sa présence ici, que diriez-vous de ce symbole? Je dirais c'était une présence très très nécessaire parce que lorsqu'on a transporté nos ailleurs outre-Atlantique, il y a eu comme une scission. Il est vrai, des individus cherchent à revenir en tant qu'individus, mais l'arrivée du président ici à l'Académie du Royaume pour tisser des liens, pour nouer des liens, c'est comme bâtir un pont ou une relation solide peuvent être construites avec ceux du continent ainsi que les autres outre-Atlantique. C'est ce que le secrétaire perpétuel, monsieur le secrétaire perpétuel, a appelé la magnificence des retrouvailles. C'est bien ça que vous avez retenu. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Alors, pour continuer à examiner les apports, par exemple, de l'idée de panafricanisme qui est aussi née dans cette université de Tuskegee, est-ce que, quand vous regardez l'Afrique, quels sont ses atouts pour vous? Waouh! Cette question ne me fait que réjouir le cœur. Parce que l'Afrique est d'abord une terre de diversité. C'est un continent d'accueil. C'est un continent qui a su résister à toute forme d'oppression. L'Afrique a la force d'avoir tout ce qui est don naturel et surtout la force de l'Afrique, c'est ses ressources humaines. Parce que l'Afrique, si on veut chercher dans le monde, même si on ne nous met pas en exergue, on constatera que dans les domaines scientifiques, littéraires, artistiques, historiques, l'Afrique est toujours, fonctionne toujours au plus haut niveau. Et mon combat de l'unification du peuple africain, ce n'est pas simplement l'unification du peuple, mais l'unification de l'intelligence ou de ses ressources humaines. Si on peut concentrer ces ressources humaines des Africains ou bien des ascendants africains d'ailleurs pour faire développer l'Afrique, il n'y aurait pas à son pareil dans le monde entier. Très bien. Alors, votre production est fort diverse et célèbre ce que vous avez pris comme un des éléments emblématiques de l'Afrique, sa diversité. Vous-même, vous explorez diverses thématiques, dont ici, par exemple, j'ai un ouvrage « Secrets, Silences and Betrayals », ce qui convoque ici à la fois les secrets, mais aussi les silences, les tabous, mais aussi peut-être les trahisons. Alors, comment résumer d'un mot cet ouvrage? Si je puis résumer cet ouvrage en un mot, c'est que le combat d'unification ne passe pas par des secrets, ne passe pas par le silence, ni par la trahison, mais par le fait d'être ouvert, de pouvoir embrasser, de pouvoir parler des sujets qui permettraient à cette unification sans vouloir trahir, sans poignarder ses frères au dos, si on ne passe pas par cette ouverture d'esprit dont le résultat serait toujours néfaste ou ce serait toujours des résultats qui nous garderaient, je dirais, sous-développés ou nous garder le status quo.
Oui, sortir du statu quo, ça passe aussi par la relation qu'on peut nourrir entre les individus, mais aussi entre les nations. Et vous dites ici, dans un ouvrage, cette fois écrit en français, sentimentalement vôtre. Et dans sentimentalement vôtre, vous convoquez donc ce qu'il y a de meilleur en chacun. Voilà. Dans sentimentalement vôtre, je convoque l'amour. Et cet amour n'est pas simplement l'amour charnel, mais l'amour des origines. Ce qui rejoint la thématique du colloque organisé par l'Académie du Royaume. Parce que l'amour de terre d'origine, c'est cet amour qui rejette l'exil comme notre royaume et permet d'embrasser notre terre africaine comme le lieu d'amour par excellence. Le lieu d'amour par excellence. Et dans ce lieu d'amour, vous dites nul n'a le monopole d'une langue ou d'une autre. Vous écrivez aussi sur les douleurs de la plume noire. Vous avez d'autres livres, Living in Dependence. C'est un jeu de mots. Ouais. Comment vivre vraiment indépendant? Ça, c'est la question derrière le jeu de mots. Ouais. Mais à partir de tous ces livres, si vous aviez une figure qui vous inspire quand vous l'écrivez, quelle est-elle? La figure qui m'inspire, figure humaine, figure révolutionnaire, des personnes, nos aïeux, qui ont œuvré pour notre indépendance, pour notre liberté, des visionnaires d'avant, c'est autant de personnes qui nous permettent, parce que dans toute, si on veut développement, révolution, il faut des visionnaires. Sans des visionnaires, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de progrès. Donc, ces figures emblématiques, nous avons parlé de Bukati tout à l'heure, mais c'est que la plupart des gens ne savent pas. Sans Bukati Washington, il n'y aurait pas de Nelson Mandela. Sans Bukati Washington, il n'y aurait pas de Desmond Tutu. Sans Bukati Washington, il n'y aurait pas Rosa Parks. Il n'y aurait pas l'ANC, le parti politique sud-africain. Le nom ANC a été créé à Tuskegee parce que le but de Bukati était l'unification du peuple africain qui devait commencer en Afrique du Sud et conquérir toute l'Afrique. Et c'est de Bukati d'où vient l'expression du Cap au Caire. Nous avons effectivement parlé du panafricanisme, qui en est donc la traduction que vous êtes en train de faire. Et si vous aviez maintenant un symbole qui, à vos yeux, représenterait l'Afrique, eh bien, dites-le nous. Bon, venant du Cameroun, avec la forêt tropicale, dans la forêt, je choisirais le bobinga, Iroko, qui est un arbre très, très résistant, très, très solide, comme l'Afrique, qui, à travers des siècles, on a essayé de casser notre résilience, notre résistance, sans succès. La dureté et la fermeté de cet arbre représente pour moi celui d'Afrique. Et quand j'ai parlé de la forêt, parce qu'un arbre ne fait pas la forêt, c'est de là, pour rejoindre la thématique que j'aime beaucoup, la réunification de tous les peuples, c'est ensemble qu'on voit la beauté de la forêt. Les arbres individuels ne font jamais la forêt. Donc, c'est cet arbre que je choisirais et représentant la forêt qui est tous les peuples d'Afrique. C'est la diversité d'un écosystème donc, qui
est ici à remarquer. Et si vous aviez, dans cette Afrique résistante, qui se maintient, si vous aviez une sagesse africaine à travers un proverbe, quel serait ce proverbe? Je prendrais dans la langue appelée Songna Mbanglié, provenant de la région nord-ouest du Cameroun. En Songna Mbanglié, on dit Fumbi pa Kongna, ce qui veut dire le remède de ce monde n'est autre que l'amour. L'amour qui permet le vivre ensemble, qui permet à l'un l'autre de se regarder face en face, comme vous et moi, et de sourire de cœur, et non de sourire simplement en montrant ses dents. Le remède de ce monde n'est que dans l'amour. Merci beaucoup, professeur, pour cette sagesse qui perdure. C'est moi qui vous remercie et je remercie fermement aussi l'Académie du Royaume du Maroc ainsi que Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Que Dieu l'assiste. Merci beaucoup. Je vous en prie.